Ave Maya, t'es Startup Tari, Grossari, t'es Salutanti, ou t'es Hompagetti, un truc comme ça. Voilà, tout ça. Aujourd'hui, je suis avec Damien. Ouais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam, parce que du coup, comme on risque d'avoir une vraie discussion, je préfère dire, moi je m'appelle Quentin Adam et je gère Clever Cloud. Ouais. Je présente Damien. Damien Morin, qui es-tu en fait? Eh ben, je suis un jeune entrepreneur de 26 ans et j'ai monté Save, qui est une société qui fait de la réparation de produits électroniques, essentiellement smartphones, tablettes, ordinateurs. Et on a été assez connu pour avoir eu une grosse période de croissance en 2015, où on est monté jusqu'à 500 salariés à la fin de l'année. Ok, donc on va essayer de remettre les choses en face. Ouais. Save, donc Save.co, Ouais. initialement Save My Smartphone. Ouais. Donc tu crées une boîte, quelle année? 2013. Donc en 2013, tu te dis je vais créer une boîte qui fait de la réparation de smartphones. Ouais. Et d'un seul coup, tu te dis j'ai un format qui n'a pas été exploité là-dedans. Je prends ces boîtes et je les mets dans des corners dans les grandes surfaces. C'est à peu près ça, ouais. Alors Save, c'était une deuxième expérience entrepreneuriale pour moi. J'avais monté une première boîte qui s'appelait Save My Computer. Je faisais de la réparation d'ordinateurs à domicile pendant mes études avec quelques personnes qui bossaient avec moi en auto-entrepreneur. Ça marchait pas mal, ça m'a aidé à payer mes études. Et puis je suis revenu en fait en France pendant mes études après 2 semestres à l'étranger à Shanghai et à Madrid. Et quand je suis revenu, je passais mon temps à avoir des demandes sur les smartphones plutôt que sur les ordinateurs. Alors du coup, j'ai changé un petit peu de modèle et donc on a ouvert la boîte en février 2013. Donc ça a commencé avec une petite boutique dans le 16e qui était à côté de mon école de commerce, qui faisait genre une vingtaine de mètres carrés. Donc dès le début, j'avais... je te sens tremblant là. Non, en fait, les gens savent pas, ils meulent. On est sur la soirée à la fin du Web Today et là, en fait, on a le vent d'ouest dans pleine face. On est sur la fin du monde. C'est ça. Et donc voilà, donc ça a démarré avec une petite boutique que j'ai gérée pendant mes études, pendant ma 4e année d'école. Comment tu fais pour être à la fois dans tes études et dans la boutique? Tu bosses avec des gens qui vont faire des permanences pendant ce temps-là? Ouais, voilà, c'est ça. En gros, sur une petite boutique de quartier comme ça, tu as à peu près 60 heures hebdomadaires à couvrir. Donc avec 2 salariés, tu arrives à couvrir 70 heures. Les moments où je suis pas en cours, je passais dans la boutique, etc. Puis ça se gère en fait. Je fais ça en 4e année. 5e année, j'avoue que j'ai déserté un peu plus les cours. Et en effet, c'est le moment où on a eu cette réflexion de se dire, voilà, on a un concept qui fonctionne bien, on a des propositions de valeur qui sont claires pour les clients. À savoir, d'abord, on propose une réparation en express. Alors, la moyenne de nos réparations, c'est 20 minutes. À l'époque, en 2013, quand tu venais faire réparer ton téléphone, alors à l'époque, Paris, c'était essentiellement des quartiers un peu plus populaires comme Barbès et Montgallet. Même là-bas, tu y allais, c'était une après-midi, il fallait laisser ton téléphone. Alors nous, on propose un service express, un service qui est garanti pendant 1 an, ça aussi c'était nouveau, avec une facture, tout ça. Voilà, ça c'était aussi un peu, on a professionnalisé un petit peu le métier. Et donc voilà, des propositions de valeur qui ont très bien marché. Et donc voilà, donc on a voulu le décliner et l'exploiter à fond. Donc au début, j'ai commencé à chercher de nouveaux points de vente à exploiter et assez rapidement, on est tombé sur le modèle des corners, qui sont ces petits points de vente de 12 mètres carrés au milieu des allées des centres commerciaux. Et là, j'avoue, c'était très novateur. Et d'ailleurs, on a souvent créé des nouveaux départements pour exploiter ces lieux-là dans les foncières qui sont les plus propriétaires des centres commerciaux. Ça n'existait pas trop en fait. Ouais, en fait, le corner, c'était très très utilisé aux USA. Ouais, et là, en fait, ça va entre autres populariser l'usage des smartphones dans les malls français puis européens. Donc du coup, vous vous dites, voilà, on fait des corners. Et là du coup, c'est l'histoire de Subway par rapport à McDonald's. On a des coûts plus bas par rapport aux autres. On est capable de s'installer dans plus vite. Ouais. Donc d'un seul coup, bien sûr, les chiffres jouent, t'es plus rentable et t'es capable de prendre des trucs que les autres prennent pas. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais, c'est exactement ça. Alors, probablement plus modeste que Subway et McDo, même si ça a bien poussé à un moment. Ouais, pour les entrepreneurs qui ne connaissent pas l'histoire Subway McDo, c'est qu'en fait, quand tu fais un McDo, tu as une surface de cuisine monstrueuse. Ouais. Et du coup, tu as des emplacements de restaurants qui ne sont exploitables que si tu es en McDo. Et en fait, en Subway, t'as pas de cuisine. Du coup, tu supprimes énormément de surface par rapport à la surface de commercialisation. Et donc, il y a des emplacements de boutiques qui n'étaient pas gérables
en tant que McDo qui d'un seul coup deviennent rentables en tant que Subway. Et comme c'est des emplacements moins chers, Subway se développe beaucoup plus vite. C'est ce qui explique qu'il y a plus de Subway que de McDo dans le monde. Pour faire très vite dans l'histoire. Et donc on est un peu sur ce modèle-là. Là, ah ouais, totalement même. D'ailleurs, j'avais jamais, après 4 ans, on m'a jamais fait l'amalgame, mais c'est exactement ça. Donc allez, voilà. Allez. Ouais, franchement, je la ressortirais. McDo contre Subway. Alors là où faut être honnête, je l'ai tapé cette histoire-là où ça m'a. Énorme, pas mal. Pas mal. Et écoute, c'est génial parce que du coup, je parle demain à 10h dans la salle Maxi, là, donc je vais la reprendre, tu vois. Et donc voilà, en gros, c'est simple, on s'est retrouvé du coup sur des emplacements au milieu de l'allée que personne ne pouvait exploiter. Et d'ailleurs, souvent, on a un ratio chiffre d'affaires par mètre carré qui est le plus gros de toute la galerie. Parce qu'on a un panier moyen qui est hyper gros pour les clients, qui fait à peu près 70 € par client de moyenne. On arrive à exploiter 10 mètres carrés, alors que normalement les enseignes qui ont ces paniers moyens-là, ils ont besoin d'avoir, je sais pas, des cabines d'essayage, de présenter des produits, ils ont besoin d'avoir des énormes vitrines, alors que nous on fait un service où on n'a pas besoin de présenter de produits, et donc on arrive à faire du gros chiffre d'affaires sur 10 mètres carrés, et on s'est mis à exploiter ces zones-là. Donc en effet, les emplacements étaient tout de suite vacants, disponible pour nous et en plus au début, après évidemment il y a des jeux de négo, mais dès le début on a réussi à exploiter avec des loyers qui étaient très très bas et donc voilà, donc je te refais la timeline. On ouvre la première boutique qui était une vraie boutique en février 2013 et puis on ouvre le premier corner un an après, en avril 2014, où là on ouvre 3 centres commerciaux d'un coup qui sont des gros centres commerciaux en région parisienne. On ouvre Créteil, Belle-Épine, Val d'Europe. Et donc là, on se retrouve avec 20 salariés. C'était rock'n'roll, hein. Le service client de toute la boîte, c'était mon iPhone. Le stock central, c'était le coffre de ma Smart. Puis tu vois, je passais dans tous les points de vente, machin. Mais on commençait à sentir vraiment l'attraction client. Les points de vente étaient rentables très vite. Le modèle fonctionnait bien et voilà. Donc ça a démarré comme ça. Et donc là, énorme, donc du coup, là, tous les chiffres s'affolent, c'est super cool. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres quelqu'un qui va t'aider à trouver un modèle pour essayer de faire exploser ce modèle-là. Qu'est-ce que tu rencontres en fait? Ben, là, je te refais l'histoire. Moi, à ce moment-là, on est en 2014, j'ai 23 ans, je suis en 5e année d'école, j'ai réussi à gruger mon stage pour pouvoir le faire dans ma boîte. Je me retrouve avec une vingtaine de salariés. Alors, petit point MyAmateur, c'est un des sujets où MyAmateur vous aide, c'est qu'en fait on gère votre stage pour que vous puissiez le faire dans votre boîte au sein de MyAmateur. Et ça, c'était un des grands sujets dans MyAmateur, c'est réussir à convaincre les écoles qu'en fait créer sa boîte c'est aussi bien que d'aller s'emmerder dans une boîte qui n'a rien à foutre du fait que tu sois là. Voilà, c'est ça. Petit point MyAmateur. Donc, on aurait pu t'aider, à ce moment-là, mais on n'existait pas. Donc voilà. Mais ouais, on se serait rencontrés pour ça probablement. Donc du coup, on a avancé sur ce modèle. Et là, assez rapidement, tu te sens un peu désorganisé. Tu sens que tu n'as pas les bonnes armes. Tu sens que tu n'as pas les bons contacts. Moi, je viens d'un environnement familial qui est ni entrepreneurial, ni voilà, gros cadre dirigeant, etc. Donc du coup, je me sens un peu démuni de contacts. Et donc mon beau-père a un partenaire de tennis qui s'appelle Cyril Montanari, qui est un vrai professionnel du retail. Entre autres, il avait démarré l'aventure Surcouf avec PPR, il avait été directeur de région avant pour Darty, donc vraiment un mec qui connaît les magasins. Et donc les magasins, finalement, c'est un peu toujours la même chose, hein. Il y a des horaires à ouvrir, il y a une logique commerciale, il faut bien achalandrer le point de vente, il faut que ce soit clean, il y a un discours. Voilà. Donc là, par premier réseau familial, tu tombes sur un mec, le retail, c'est sa life. Exactement. Et donc au début, je l'approche un petit peu en mode conseil. Il se propose un peu de bosser en mode consultant pour nous, etc. Et puis assez rapidement, il se pose sur nos chiffres. Je me rappellerai toujours d'ailleurs, après une session de taf, il prend une serviette dans un café et puis il dit ok, bon, c'est l'heure de l'addition. Il me dit bon, bah t'as fait combien de chiffre d'affaires là ce week-end? Donc je lui donne le chiffre d'affaires. Il me dit ok, combien ça t'a coûté là les pièces détachées, machin, ok. En employé, combien ça t'a coûté? Voilà, les charges RH. Ensuite le loyer, je lui donne le loyer. Il dit après, bah c'est quoi les autres frais? Bah écoute, pour l'instant il n'y a pas encore grand chose quoi. Et donc il se retrouve en bas de l'addition avec à peu près 20 à 30% d'EBIT, qui est le résultat net du magasin. Et là il dit ok, c'est super puissant ton modèle. Et assez rapidement on est venu à discuter du fait qu'il puisse nous rejoindre. Ça s'est fait vite en fait, hein. On a ouvert le premier corner en avril, on les a ouverts 3 d'un coup. Et il est venu officiellement plein temps chez nous 1er septembre 2014. Ok, c'était quoi son boulot chez vous Bah, c'était un DG, hein, donc c'était notre DG. Il était venu okay, donc, pour... Là, tu lâches la direction générale
Ouais. Alors, j'ai toujours eu finalement un problème avec ces jobs de CEO, COO, direction générale, etc. Ça a toujours été un peu un flou. Mais en gros, pour faire simple, à ce moment-là, lui, il est venu pour professionnaliser le métier, mais vraiment sur la partie exécution. Le recrutement, la formation, l'exploitation même des magasins, le service client, la logistique, etc., les achats. Enfin, là, il y a quand même une grosse machine qui se met en place. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie un peu plus stratégie, donc stratégie de la boîte, le développement, la partie marque, branding, marketing, culture d'entreprise. Et puis après, je me suis occupé de toute la partie juridique et puis les levées de fonds, etc. Médias, c'est moi qui suis toujours resté aussi au devant de la scène pour parler de l'histoire. Donc toi, plutôt un objectif président, quoi. Plutôt, j'avoue, si on devait donner plutôt les rôles, plutôt président, DG, chairman, CEO, quoi, ce duo-là. Fondateur aussi, donc j'étais quand même très imprégné du modèle, de la marque. C'est moi qui ai formé les premiers techniciens de la boîte. Okay. Donc voilà, j'ai été quand même très imprégné de tout ça. Et donc j'ai continué à guider la partie strat et lui plutôt la partie exec. Donc toi tu te retrouves avec une boîte, donc le modèle, les chiffres crachent énormément de blé sur l'Excel, donc tout le monde s'excite. Voilà. Et en plus tu es rejoint par un vétéran du business, de ce business-là, ce qui crédibilise à fond la boîte. Ouais. Et là, quel est votre point là? Vous continuez à ouvrir des corners, tu as une vision? Qui tu vas voir à ce moment-là? Là, d'abord, on voulait valider le modèle des corners ailleurs qu'en région parisienne. Donc on a commencé à ouvrir d'autres malls qui étaient assez loin des 3 qu'on avait ouverts. Donc on en a ouvert un en province, on a ouvert à Angers. Et puis on a ouvert... Alors, petit point spécial Angers. Angers, en fait, c'est une ville qui est la ville test. C'est en France, vous avez une ville qui correspond au standard du test voilà. Si vous devez tester un truc, c'est Angers. Quand vous ouvrez une nouvelle boutique, vous pouvez ouvrir Paris et Angers, parce que Angers vous donnera un ressenti province globale français. C'est particulièrement vrai, en fait, il faut le savoir. Angers, c'est la ville test historique de la France. Voilà, c'était petit point culture France. Si ça marche à Angers, ça marche partout. Et d'ailleurs, juste après la vidéo, on va voir une exploitation à Angers qui va se dynamiser de folie parce que tout le monde va vouloir aller à Angers pour tester son marché. Ah non, c'est vrai. Tu sais qu'il y a des boîtes à Angers qui font que ça, te permettent de faire ton test. Et c'est un vrai truc, la ville d'Angers et la ville test en fait. Mais c'est vrai que c'est assez moyen, même si ça peut paraître péjoratif, mais en termes de pouvoir d'achat, de PIB par habitant, etc., en termes de taille de ville, c'est une ville qui est en fait assez proche de Paris, donc facile à faire des allers-retours, etc. Et puis finalement, ouais, ça s'exploite assez bien et c'est assez représentatif. Donc on a ouvert Angers. C'est à moins d'1 heure de Nantes, ce qui fait que quand vous êtes un média amateur, vous allez facilement à Angers. Non, pardon, excusez-moi. Non mais moi je vends la sauce aussi. Ouais, tout à fait, mais il faut. En toge. Mais oui, en toge. On pourra parler longtemps de cette histoire de toge. Donc on a ouvert Angers et puis on a ouvert Beaugrenelle qui est plutôt une zone très riche là pour le coup avec un centre commercial qui a un très gros panier moyen, un fort pouvoir d'achat et puis voilà, donc on s'est retrouvé fin de l'année en fait au 1er janvier 2015 du coup avec 5 points de vente qui du coup là étaient finalement assez représentatifs de la France et là je me rappelle d'une discussion où on réfléchissait un peu à notre développement, on commençait à retravailler les BP, etc. Et Cyril me dit voilà, écoute, je pense qu'on pourrait être capable d'ouvrir 100 points de vente. Ok, donc là il te dit on va tenter un coup de gros ouf. Voilà, 100 points de vente en une année. Là j'étais un peu impressionné, je me suis dit mais c'est impossible d'ouvrir 100 points de vente dans l'année. Je me suis dit j'ai trouvé un mec aussi barjot que moi, donc j'étais plutôt content. Et je dois avouer qu'on a fait mieux que 100 points de vente, parce qu'on a donc vécu sur l'année 2015 une période de croissance de folie. Mais vous le financez comment ça? Vous le financez par vos bénéfices ou à ce moment-là, c'est quand même le moment où vous avez levé plein d'argent, non? Non, pas à ce moment-là justement, donc on l'a très autofinancé. Tous les magasins fonctionnaient bien et puis en plus on avait la possibilité de négocier un peu les encours avec nos fournisseurs. Finalement quand ils pensent, quand tu ouvres un point de vente, le loyer tu le payes à la fin du mois, les salaires tu les payes à la fin du mois, les pièces détachées tu peux t'arranger avec tes fournisseurs pour avoir un encours. Pareil sur le mobilier du point de vente. En fait, en réalité, on avait la possibilité de se financer pas mal, puisqu'on avait un modèle qui était rentable. On avait la possibilité de pas mal se financer par encours et d'exploiter le lieu assez vite. Et en plus, on avait un avantage de folie, qui
c'était comme on payait des emplacements qui étaient en plein milieu de l'allée, dans des centres commerciaux qui étaient déjà plein de monde, on n'avait pas besoin de commencer à vraiment prendre du temps à générer une clientèle. On était rentable en fait assez vite après l'ouverture du point de vente. Donc on y est allé. Parce que les gens laissent tomber leur iPhone de façon tout à fait régulière. Tout à fait, ouais. C'est un truc qui marche bien, ça. Les chiffres en France, c'est 12% de casses par an sur le parc en utilisation. Là, je m'attendais à plus, moi. C'est pas mal quand même. Hein. 100 utilisateurs d'iPhone, ça fait 12 quand même. Pas ouais, iPhone, non, mais si je prends un échantillon unique de ma compagne, on est au-dessus. Mais possible. Et donc voilà, donc là on a vraiment accéléré. Donc j'avoue que du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 de la même année, on est passé de 25 salariés à 437. On est passé de 5 points de vente à 126. On est passé de Parisien, province à 6 pays en Europe. On est passé de Save My Smartphone à Save. Voilà, là j'avoue qu'on a vraiment connu une vraie grosse période de croissance c'était beau à voir, c'était cool, on allait vraiment tous dans le même sens. Un des points vraiment qui nous a... Boulot, tu t'es retrouvé avec une espèce de chasse de boulot monstrueuse, comment ça s'est passé ça? Oui, mais tu vois, je te refais l'histoire, tu vois, j'ai 23, 24 ans, tu vois, j'ai mon temps, je l'ai à donner dans la boîte, donc ça se passait bien, tu vois, on envoyait beaucoup d'heures, mais on était heureux, puis ça se passait bien. Mais j'avoue que voilà, dans le quotidien, quand je me remets un peu dans ce moment, c'était un peu fou. Moi, tous les matins, sur mon bureau, on me déposait 2 CDI et un bail commercial à signer tous les matins. On a eu des périodes où on ouvrait un nouveau point de vente par jour. Et j'avoue que à en parler comme ça, c'est un peu fou, mais écoute, on l'a fait et on est heureux de l'avoir fait. Donc là, tu t'amuses bien. Donc là, vous avez une croissance de ouf. Donc là, on a une croissance de ouf. En effet, on passe quand même par une étape de levée de fonds parce que même si on a un modèle de point de vente qui est rentable, on a quand même parfois envie d'ouvrir des points de vente qui ne sont pas rentables tout de suite. On a envie de faire des investissements à l'étranger qui demandent quand même un peu plus que d'ouvrir simplement du mobilier. On commence à investir aussi dans une logistique, dans de la tech, de construire nos propres systèmes d'information, de construire de plus en plus d'outils web. Et là, on commence à avoir des besoins de financement et donc on lève en 2015, septembre 2015, on a fait une levée de 15 millions d'euros. C'est qui vous suit sur une levée? C'est un fonds venture traditionnel ou vous allez vers un truc qui n'a rien à voir? Non, on fait du mix, donc 2 fonds venture tradi, ID Invest et 360 Capital. Qui sont 2 gros fonds qui aiment bien financer ce type de boîte. 360 entre autres, ils ont fait 2-3 histoires retail dont Yellow Corner, et puis ID Invest, voilà, c'est un très dans leur portefeuille des boîtes qui font un peu de tout. Ils sont pas très sectorisés. ID Invest, c'est un fonds, il ne fait pas que du venture, ils ont un département. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est un gros fonds. Je crois que on va dire que c'est dans les plus gros fonds européens, quoi. C'est un vrai gros fonds. Ouais, peut-être des trucs en equity pure qui sont juste monstrueux. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc on a levé en septembre et puis donc on a continué à avancer. J'avoue que dans cette période-là, à la fin de l'année, on commence à accélérer un petit peu notre cash burn. Et puis même s'il y a plein de choses qui se passent bien. Point d'information, globalement, quand tu tiens une boîte, tu as la trésorerie qui est à un instant T ce que tu as sur ton compte. Il y a ton chiffre d'affaires, donc ce que tu rentres à un instant T. Il y a ce que tu payé, c'est-à-dire que tu peux faire du chiffre d'affaires, tu as facturé des trucs, mais il y a ce que les gens t'ont réellement filé comme argent. Et notamment quand tu fais du B2B, parfois tu as un petit décalage, notamment parce que les grands comptes aiment bien te payer à 60 jours, même quand c'est pas légal. Et par ailleurs, il y a ce qu'on appelle le cash burn, c'est-à-dire l'argent que tous les mois, de toute façon, tu dépenses. Et donc en fait l'objectif c'est de se retrouver dans une situation où ton cash burn évite de trop dépasser ce que tu as comme cash entrant, parce que là il faut le compenser, donc c'est à ça que servent les levées de fonds, hein, pour faire de l'information pure, c'est à ça que servent les levées de fonds, c'est-à-dire à compenser ce moment où ton cash burn est supérieur à l'argent que tu rentres tous les mois. C'est à peu près ça, les Américains ils appellent ça le death default, c'est-à-dire qu'on est en mort par défaut. C'est-à-dire qu'une entreprise elle n'est pas faite pour consommer de l'argent, elle est faite pour générer de l'argent. Et en réalité quand on lève des fonds et qu'on le dépense, cet argent, on se donne une date de mort. C'est très simple, on a 1 million d'euros sur le compte, on sait que tous les mois on dépense 100 000, il reste 10 mois à vivre.
C'est aussi bête que ça. Donc là, on rentre du coup beaucoup plus dans ce mood-là, dans cette dynamique-là, en tout cas au niveau de la finance chez Save, qui était pour nous important pour pouvoir aussi accélérer et correctement faire des investissements. Et là, j'avoue que ça s'est pas mal emballé. Et dès la fin 2015, dès début 2016, on est arrivé sur des niveaux de conso de cash qui étaient très impressionnants. Avec, vu qu'on avait grossi à une vitesse très importante, on avait du mal à maîtriser pas mal de choses. Je peux refaire l'histoire, mais on a eu du temps à stabiliser notre système d'information. Sur l'année 2015, on a changé 3 fois de directeur administratif et financier. Enfin, voilà, on a aussi pataugé sur pas mal d'éléments. Et donc ça s'est vraiment retrouvé dans nos chiffres dès la fin 2015 et dès début 2016, où on brûlait jusqu'à début 2016 jusqu'à 1 million par mois. Donc en réalité, quand vous avez levé 15, que vous aviez déjà un petit peu de dette et que vous brûlez 1 million par mois, ça sert à rien d'être un pro en maths. En réalité, on se donne jusqu'à la fin de l'année pour se retrouver dans une situation plus saine. Et c'est à peu près ce qui nous est arrivé. Là vous brûlez. Par contre, c'est le moment où, avec la levée en plus de la croissance, là en plus, toi, tu prends une grosse exposition médiatique et visibilité. Et du coup, tu te retrouves aussi beaucoup sollicité pour expliquer comment c'est génial d'être entrepreneur à succès. L'histoire plaît beaucoup aux gens. Il y a un vrai sujet journalistique de l'entrepreneur tel qu'un succès, une inspiration, un rôle modèle et je ne sais quoi. Ouais. Et là, toi en plus, tu te retrouves très sollicité par ce truc. Bah moi, j'avoue, si on peut se remettre dans mes bottes, j'ai 24 piges, je vis un truc assez incroyable, j'avoue. J'ai fêté mes 25 ans avec 500 salariés, 3 ans après la création de la boîte. Donc j'avoue, je me retrouve aussi dans un truc où tout est exceptionnel, tout est génial. Et là, il se passe un truc dans la boîte quand même. Je pense qu'un entrepreneur expérimenté voit plus vite les failures de la boîte, enfin les problèmes de la boîte, voit plus vite cette conso de cash et arrive à se mettre en alerte plus rapidement que le jeune homme de 24 ans que j'étais, pas beaucoup plus vieux aujourd'hui, mais en tout cas maintenant j'ai toute cette expérience. Et j'avoue qu'on ne se met pas tout de suite en alerte. Mon DG, qui a finalement toujours été salarié dans des grands groupes retail, se met pas en alerte non plus et même se rend aveugle par rapport à la situation. En plus, nous on commence à avoir du mal à avoir des datas fiables. Et j'avoue qu'on se met dans un mode, tu parlais d'Oussama, on peut parler de Jean. Jean m'a dit qu'on est rentré à ce moment-là, et je trouve que c'est une très très bonne définition, on est rentré dans une distorsion de la réalité, où en fait tu as l'équipe dirigeante qui ne veut pas vraiment voir la réalité, qui est en mode levée de fonds, qui est en mode super aventure, qui est en mode on est en train de relancer l'emploi. J'avais un mec on a levé entre autres dans les 15 millions, on a beaucoup levé avec la BPI. Les mecs ils nous appelaient la courbe de chômage inversée, tu vois. Donc tout ça c'est vachement réconfortant, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Puis en fait tu t'aveugles un peu par rapport à la vraie situation. Et voilà, quand je pense qu'on aurait pu se mettre en alerte dès la fin 2015, on commence à se mettre en alerte 6 mois trop tard, vraiment en avril 2016. On va faire un point sur cette histoire de voir des datas, en fait là où parfois c'est pas des vraies datas. Notamment quand il y a un truc qui est la presse, et la presse aime beaucoup les histoires. Donc si tu es un peu fort à raconter des histoires, tu peux facilement passer ta vie dans la presse. Et moi je connais des start-upers qui passent leur vie littéralement dans la presse alors que la boîte a une croissance flat, voire pas de croissance, voire des boîtes qui n'ont pas de produits mais qui passent leur vie dans la presse parce que le discours est marrant. Ouais. Et je me suis engueulé d'ailleurs une fois avec un entrepreneur qui je dis mais comment ça va, etc. à son business, qui me répond c'est génial, je suis dans le journal toutes les semaines. Je dis mais sans branle mec, t'as fait combien de commandes cette semaine, combien il y a de cash qui rentre, combien il y a de cash qui sort, enfin parlons réel. Et Oussama a un bon terme pour ça qui est les vanity metrics, c'est-à-dire les métriques de vanité, et tu t'auto-blind en disant mais ça va super bien, je suis toutes les semaines dans la presse, what possibly go wrong. Sauf qu'en fait comme t'es pas politique mais entrepreneur, tu dois faire du cash. Et il y a un moment, ça peut te rattraper. Et c'est toute l'histoire du... tu peux très bien aller jouer la terreur avec tes vanity metrics à l'extérieur de ta boîte et c'est génial parce que ça fait du bruit et tout le monde t'écoute et il y a des fois c'est très utile que tout le monde t'écoute. Mais pour autant, faut pas oublier de regarder les vraies métriques. Et alors là, vous aviez un autre sujet qui était compliqué et que la croissance était très forte. Et souvent, on a l'impression que passer la première série A et passer le fait qu'il y ait quelques millions sur le compte en banque, la boîte elle est sauvée. Mais non, en fait, elle a une croissance et tenir la vie de sa croissance,
c'est encore plus difficile. Et en plus, très clairement, quand tu t'es planté alors que tu n'as jamais fait 1 euro et que tu n'as jamais pris 1 euro à personne, c'est pas très grave. Par contre, une fois que tu as pris quelques millions d'euros à des gens et que tu fais des trucs et que ça commence à partir mal, là ça devient. Enfin, tout de suite, il y a des gens qui deviennent un petit peu plus désagréables avec toi quand ça passe mal. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis pas sûr qu'on a. Parce que j'avoue que j'ai fait beaucoup de médias, beaucoup de presse, beaucoup de conférences. Mais... je le disais pas pour toi en fait, je le disais pour Non, toi. mais il n'y a pas de souci. Mais ça me plaît aussi d'en parler. Je pense que j'arrivais aussi à bien gérer mon temps et puis j'ai toujours fait justement des très gros événements pour éviter de me consommer trop de temps et de passer ma vie à faire ça. Mais en tout cas, moi j'étais clairement sur un job strat. Avec la construction de la marque, de la culture d'entreprise, la construction du développement. Et Cyril, lui, était vraiment sur l'exec. Et il faisait un peu un espèce de bouclier sur les métriques, parce que lui non plus n'en avait pas énormément. Et puis en fait, ce qu'on voyait, c'était notre niveau de cash qui baissait à une vitesse vertigineuse. Tu vois, en avril, mai, juin 2016, on était toujours entre 1,5 million et 1,2 million de cash burn mensuel. Donc là, ça devient vraiment un gouffre. Et là, ça devient très préoccupant. Ouais. Et donc voilà, qui tire la sonnette d'alarme? C'est toi, c'est le board qui pète un câble en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre les mecs? C'est moi, bien poussé par notre dernier DAF qui a démissionné au dernier moment, avant un gros board avec nos fonds justement, qui là m'a vraiment mis pied au mur et puis a refusé carrément de participer au board. Un mec qui était une pointure, qui était un très bon d'ailleurs, un mec qui s'appelle Eric Rice, qui a été CFO du groupe Carrefour, donc un mec gros niveau, qui était le dernier qu'on avait recruté, qui lui était très bon. Il nous a vraiment mis les métriques en face. Et là, moi, je suis commencé à rentrer dedans. Il vous a mis les métriques en face, il vous a dit les gars, moi je suis pas venu pour ça. Mais faites un truc tout de suite. Ouais, je suis pas venu pour ça. En plus, vous voulez pas m'écouter. Moi, ça sert à rien. Je viens même pas au board. Quoi. Je suis pas dans la strate du groupe. Quoi. Ça sert à rien. Donc voilà. J'avoue que ça te met pied au mur quand même. Quand je me rappelle d'un moment où j'ai dû appeler ID Invest, le partenaire qui gérait Safe chez ID Invest. J'ai dû l'appeler et je lui ai dit écoute, j'ai un problème. C'est que demain matin, on sera pas là avec Eric Rice qui vient de démissionner. Quoi. Il m'a dit ça c'est pas bon là. C'est pas bon, on fait quoi mec? Je lui ai dit écoute, on a pas mal de data à vous présenter quand même et puis on va pouvoir discuter quoi. Donc on est venu au board, on a discuté et donc voilà laquelle a été ma décision. Avril-mai 2016, j'ai décidé de rentrer en vraie restructuration de la boîte. Et j'ai décidé de le faire sans tout le top management qu'on avait chez Save. Donc Cyril avait embauché plein de gens qui étaient plutôt des seniors dans le retail, un mec aux achats, un mec à la logistique, une personne au commerce. Voilà, toutes les fonctions clés un peu de la boîte étaient couvertes par des seniors. On va dire il y en avait entre 5 et 7 et Cyril. Et donc je me suis dit que mine de rien, ils avaient raté dans leur mission. Et donc j'ai décidé de restructurer la boîte en mettant tous ces gens-là de côté de la restructuration et en prenant plutôt les effectifs qu'on avait du début. Et j'ai eu pas mal, je suis pas revenu sur les débuts de Safe pendant trop longtemps, mais j'ai eu pas mal de copains qui m'ont rejoint dans l'aventure. Donc plutôt des mecs qui avaient le même âge que moi, qui étaient sortis de l'école assez vite, qui avaient été mis de côté des fonctions top management de la boîte, parce que moins senior, moins de réflexes, moins d'expérience. Et eux par contre étaient quand même très attachés à la boîte, ils y étaient depuis le début. Et donc je les ai mis au top management et on a décidé de restructurer la boîte nous. Je dois avouer que ça m'a attiré quand même quelques foudres de nos fonds, même si c'est pas vraiment des foudres, mais eux auraient aimé une équipe plus expérimentée sur la restructuration. Et j'avoue que moi j'ai fait un gros blocage et j'ai dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Donc on a... Est-ce que ce que tu es en train d'expliquer, c'est pas une histoire de congruence culturelle d'une équipe de top management où à un moment en fait vous vous êtes retrouvé avec deux cultures et il a fallu que tu tranches entre deux cultures pour retrouver une congruence culturelle à un moment, soit un bon choix ou un mauvais, c'est juste que d'un seul coup tu étais en danger, tu t'es dit il nous faut une congruence culturelle. Culturelle, putain c'est pas possible. Ok, il nous faut une congruence culturelle. Tu te démerdes avec ça au montage. Non honnêtement,
Probablement. Probablement qu'à ce moment-là, on a fait rentrer des gens qui n'étaient pas vraiment dans la culture startup, qui n'étaient pas dans un vrai ADN entrepreneurial, qui étaient plutôt des cadres qui avaient l'habitude de gérer des choses qui étaient pas mal en place et autres. Maintenant, c'est un peu facile aussi de dire ça. Honnêtement, je sais pas. Et je sais pas si on aurait fait mieux si moi j'étais resté vraiment sur la partie exec, vraiment CEO, et que tous les mecs du début étaient venus aux fonctions clés. C'est pas évident qu'on aurait fait mieux, honnêtement. J'ai pas dit ça. Hein. Je parlais juste de congruence. Peut-être, voilà, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais plus confiance. T'arrives à un moment où t'as plus confiance, quoi. Et donc, t'as envie de faire confiance à d'autres personnes qui t'ont pas encore vraiment déçu. Et puis même moi, j'avais plus confiance en Cyril et j'avais envie de reprendre les rênes du truc, d'un business que finalement je connaissais bien, qui à la base était sain et j'avais envie de retrouver ça. Donc là, divorce du couple managérial. Donc là, divorce du couple managérial, même si on reste en bon terme. J'ai essayé aussi d'amortir la chute au mieux sur la partie salaire, REM, plan, etc. pour Cyril et l'équipe de top management. Et là, voilà, ça a été mon choix, ça a été de mettre ces personnes-là avec moi dans la restructuration. Et là, je suis vraiment re-rentré du coup dans la vraie exécution de la boîte. J'ai repris les achats, je suis même arrivé à des blocages un peu psychopathes CEO, où par exemple je sais pas, on fait quand même 40 000, à cette époque-là on faisait entre 40 et 50 000 clients par mois. Il n'était pas possible d'avoir un seul code de réduction dans la boîte sans que ce soit moi qui l'édite, quoi. Tu vois, pour te donner le niveau de... Pour ceux qui savent, il y a eu aussi du restructuring chez Clever. Et en fait, un jour, j'ai dicté une règle qui est simple, c'est chaque euro sorti de Clever passe par moi. Je valide tout virement, toute carte bleue, même tout, un chien, une poupée qui parle, que dalle. Vous donnez un cracker à un client, je dois valider. C'est en fait, c'est un vrai truc. Genre, t'as l'impression que l'argent est parti par tous les côtés. Et il y a un moment où il faut que tu fasses genre, il faut que je retrace par où s'en va l'argent. Et du coup, je bloque tout. C'est ça. Je bloque tout jusqu'à ce que je sache. Tu vois, à l'échelle de Save, tu vois, à l'époque, c'était, même encore aujourd'hui, hein, c'est 400 personnes, c'est 30 millions de chiffre d'affaires annuel. Tu vois, il y a du volume, il y a de la masse. Et je suis revenu aussi là-dedans, c'est drôle. Je suis revenu à être le seul à avoir des accès bancaires, le seul à être capable de pouvoir générer un virement. Donc j'ai repris la seule personne que j'ai pris de l'extérieur et senior, c'était un DAF qui était un expert des restructurations, qui en plus connaissait bien notre administrateur, donc qui avait déjà lié une relation de confiance avec des personnes du tribunal, etc. Ouais, donc là c'est le moment où tu déclares ton redressement judiciaire. C'est ça. Donc faut être clair, Save, tout le monde dans les médias, c'est la pépite, avec tout ce que ça signifie dans les médias de la pépite. Et là, les mecs disent on est en redressement judiciaire. Et là qu'est-ce qui se passe en fait? Là, ouais, mai-juin, on décide de rentrer en redressement judiciaire, donc ça se prépare quand même. Ouais, donc vous nettoyez la boîte histoire d'habiller un peu la mariée auprès du tribunal. Histoire de se préparer en tout cas, qui était le redressement judiciaire, c'était une des conditions de nos fonds pour pour réinvestir et réinjecter un ticket d'investissement dans Save pour qu'on puisse passer la période de redressement judiciaire. Donc je dois avouer que d'ailleurs à cette période, on a été soutenu par nos fonds. Malgré le fait que je pense qu'ils n'étaient pas toujours OK sur le fait qu'on soit nous à le faire, que ce soit nous qui opérons le redressement judiciaire. Et donc voilà, et donc donc là c'est pas un moment hyper heureux de se retrouver devant le tribunal, devant un administrateur, un mandataire, un président du tribunal, etc. etc. C'est un moment un peu douloureux. On se sent un peu comme un malfrat, quoi, un raté, genre. Bizarre, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Ah ouais? Je me suis pointé devant des mecs, j'aurais dit les gars, j'ai un problème. Ouais. Je pense que le business est rentable sur le long terme, mais là on a 2-3 problèmes. Il faudrait qu'on s'équilibre. Et j'ai eu des gens super bienveillants face à moi, pas du tout des gens qui me disent mais que c'est ça merdé, tout ça. Des gens super bienveillants. Des gens super bienveillants qui me disaient c'est un peu compliqué quand même votre dossier, mais vraiment je m'attendais à me faire rabrouer un peu en mode jeune branleur, toi qui as voulu monter une boîte sans savoir faire de compta, tu vois, je m'attendais à ça et qui ne veut pas te raser, ouais c'est ça, ouais, qui arrive jet lagué parce que t'étais machin tout ça.
D'un point de vue communication, tout de suite, est-ce que tu te retrouves à faire un peu de la prévention du risque ou comment ça se passe? Notamment, toi, tu as beaucoup de fournisseurs. Ouais. Les fournisseurs, tu les avais tous prévenus, t'étais carré sur tes règlements fournisseurs ou là, tu étais en train de leur coller une dette? Non, non, on avait de la dette évidemment. Malheureusement, tu n'as pas la possibilité de prévenir tes fournisseurs que tu rentres en RJ. Donc c'est illégal. Donc tu n'as pas le droit de le faire. Donc non, on a... Après, évidemment, tu arrives à... D'abord, tu n'as pas le droit non plus d'augmenter ta dette juste avant ton passage en RJ pour optimiser l'effet RJ. Alors l'effet RJ, c'est que toutes les dettes sont gelées au moment du jugement. Donc nous, on est rentré en RJ le 5 juillet, donc on prend la date du 5 juillet. Tout ce que l'entreprise devait avant la date du 5 juillet, c'est bloqué et gelé pendant toute la période du redressement. Et c'est même la presta en tant que telle, c'est-à-dire que même si les mecs ils ont fait une facture au 6 juillet pour une presta faite au 4 juillet, tu n'as pas le droit de la régler, cette facture. C'est très important de comprendre ça. Exactement. Et donc non, on n'a pas le droit de l'optimiser. Donc on a eu, voilà, nos encours fournisseurs étaient normaux. On n'a pas optimisé ça avant le RJ, etc. Donc ça s'est passé relativement bien parce que même si on avait un ou deux fournisseurs qui avaient peut-être un mois de facture qui était bloqué ou 2 mois de facture qui était bloqué, en réalité on bossait avec eux déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc ils avaient eu l'occasion de générer des marges quand même avant et de pouvoir amortir le blocage des fonds. Mais bon, après évidemment ça passe plus ou moins bien avec... Donc là tu fais le jugement et tu rentres au bureau et tu appelles les fournisseurs un à un pour leur dire les gars on vient de passer en RJ mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, donc on essaye d'amortir la chute comme on peut. Avec certains fournisseurs, on essaye surtout de continuer à travailler avec eux pendant la période du redressement parce que même si les factures d'avant sont gelées, les nouvelles elles sont à payer, donc voilà. Et là, je rentre quand même dans un mood un peu voilà, spécial en tant qu'entrepreneur, quoi. J'ai 25 ans, je me retrouve avec 400 salariés dans ma boîte, peu de cash devant moi, une grosse boîte à restructurer, plus de seniors avec moi. Là, j'avoue que je commence à ressentir ce que la solitude du leadership, parce que c'est bien hein, dans les moments hyper successful d'être le leader, d'être en frontal devant les projecteurs, etc. Mais il faut aussi pouvoir assumer ce leadership dans les moments difficiles et c'est un moment seul quand même. Et toi, tu as eu le facteur, il y a des gens qui oublient ton numéro de téléphone non. Et des gens qui te lâchent un peu ou ça va? Non, mais évidemment, hein, c'est toujours pareil. Hein, quand ça se passe hyper bien, c'est Save, Damien, toute son équipe, c'est des génies, ils sont en train de faire un truc exceptionnel. Et puis quand on tombe en RJ, c'est mais bien sûr, regarde, j'ai vu sur Instagram, là, il est parti en vacances, je sais pas où, à Ibiza, machin, il passe son temps en soirée, évidemment qu'il met sa boîte en RJ, c'est toujours pareil, hein, les gars. Donc, mais ça j'essaye de m'en protéger pas mal dans le boulot. Donc à partir de juillet, et puis même avant, en fait, je rentre vraiment grave dans le boulot, donc terminer les médias, terminer les trucs. Tu m'as parlé de la communication. Là, je fais un move. J'ai pris pas mal de conseils à droite et à gauche pour savoir de la manière dont je devais communiquer le RJ. Et puis, j'ai utilisé un format qui était une idée de Jean d'ailleurs, de La Roche-Brochard, qui m'a toujours bien accompagné depuis le début, qui a été d'écrire un billet de blog sur mon Medium. J'écrivais 2-3 conneries pas très intéressantes et j'ai utilisé ce média pour écrire justement un article sur le redressement, un article assez personnel, tu vois, en vraiment racontant l'histoire et en racontant ce qui se passait et la manière dont on le vivait en interne. Et j'ai refusé toutes les interviews. Alors là, on a été pris d'assaut par tous les médias et ma réponse était toujours la même. C'était voilà, non, je suis désolé, je ne donnerai pas d'interview sur le sujet. Mon temps est beaucoup plus précieux à bosser chez Save et à utiliser ce temps dans ma boîte. Mais voilà, j'ai écrit un billet dans lequel il y a pas mal de détails. Vous pouvez reprendre tout ce que vous voulez dedans et écrire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et voilà. Et je crois que ça a été plutôt réussi, plutôt bien vu par la presse, même s'il y a eu un peu d'articles ici et là, un peu méchants, mais sinon le gros des médias était plutôt supporter à la fois du move et à la fois de ce qu'on était en train de traverser. J'ai fait quand même sur mon billet de blog, j'ai fait 250 000 lectures.
Donc ouais, j'avoue que mes autres articles, ils faisaient genre 5000 vues, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'avoue que ça a été pas mal partagé dans l'écosystème. Juste un point, écrire des articles de blog bien construits, ça marche très bien. Les gens sont très très contents d'aller lire un truc carré, bien construit. Et quand on a un gros point de communication à faire, raconter toute l'histoire et le pourquoi on a pris une décision, si on a été honnête dans l'histoire, il n'y a pas de problème de raconter ça et c'est un très bon plan en fait à faire. Et vraiment ça vaut le coup, c'est bien et en plus c'est assez simple à faire et en plus si t'as pas le temps, il existe des tonnes de gens talentueux en ghostwriter qui peuvent t'écrire le truc si jamais t'es en galère. Chose que je fais une fois de temps en temps. Sur mon Medium, il y a des articles que moi j'écris et des articles qu'un ghostwriter écrit, en fonction du temps que j'ai. Ok. Et à chaque fois, en fait, à chaque fin d'article, je dis que c'est un ghostwriter qui l'a écrit et jamais personne ne lit cette ligne. C'est incroyable. Tout le monde me dit ton article bidule et c'était très bien écrit. Je dis ouais, c'était très bien écrit, c'est avec qu'il l'a écrit. Normal, c'est pas moi. Bon, voilà, et donc voilà, bon, je la fais en accéléré parce que le redressement, on pourrait revenir sur 1000 détails, techniques, moins techniques, personnels, etc. Mais en gros, j'avoue qu'on a assez bien restructuré la boîte et d'ailleurs j'en félicite tous les jours toutes les équipes qui y ont participé. En fait, on est arrivé d'une... Tu as détecté l'hémorragie de cash flow. Voilà, il y avait plusieurs gros points. D'abord, on avait beaucoup de pays qui n'étaient pas rentables et beaucoup de magasins qui n'étaient pas rentables. Donc, on est passé de 143 points de vente à 80. Donc, ça, c'est assez gros. On a grave restructuré le siège. Donc, on a beaucoup licencié d'équipe marketing. On avait un magnifique siège qui était rue du Sentier, voilà, un très bel endroit. On a mis tout ça de côté. On avait beaucoup de problèmes aussi en interne de gestion sur notre taux de marge, les achats, etc. Donc on a rattrapé tout ça et on est passé d'une situation où juste avant le redressement, en juin, on brûlait 1,2 million, 1,3 million par mois de cash à une situation où on est devenu break-even, donc positif en décembre donc de la même année, 2016, l'année dernière. Et là, donc, c'était le parfait moment de se poser autour de la table avec nos fonds, avec tous nos actionnaires et de se poser les vraies questions de ce qu'on devait faire avec Save. Parce que voilà, être break-even c'est bien, mais ça ne suffit pas à être capable de générer énormément de cash. Donc il fallait réfléchir, soit on faisait un réinvestissement, soit on cherchait un partenaire stratégique pour nous adosser, générer plus de business, pouvoir couvrir plus nos frais, etc. Et puis dans cette recherche, dès janvier, février de cette année, on a eu une discussion avec le groupe Remade, qui est un groupe industriel qui fait du reconditionnement de produits électroniques. Bon, ils font un métier assez simple à comprendre. Ils achètent des produits et ils les revendent. Sauf qu'au milieu, ils ont un processus industriel pour remettre les produits à neuf. Et ils ont, sur les smartphones, ils ont un volume qui est assez impressionnant. L'année dernière, ils ont vendu 800 000 smartphones. Ça représente à peu près 5% du volume de smartphones vendus en France. Okay. Donc ils achètent des iPhones quel que soit leur état, ils les remettent à neuf, ils les mettent dans des belles boîtes sous cellophane et ils les revendent par des distributeurs donc qui sont de la GSMA, GSS, grande surface spécialisée ou grande et moyenne surface, Auchan, Carrefour, voilà, Saturn, tous ces gens-là, Fnac. Ils les revendent soit avec leur marque Remade, soit en marque blanche et ils en écoulent près d'1 million. Donc ils ont beaucoup de volume. Et c'était assez connexe comme activité avec la nôtre, donc plutôt un intérêt à venir s'adosser. Et donc on a fait la revente de Save, on a revendu la boîte donc dès le début de cette année. Et les fonds ont récupéré leur petit et t'ont bien remercié. Voilà, les fonds ont pu récupérer une grosse partie de leur investissement. Nous, fondateurs, managers, actionnaires, on a pu avoir du cash à la sortie. Nos fournisseurs vont être remboursés sur le temps et puis il y a une grosse partie qui va leur être donnée assez rapidement. Voilà, enfin, une solution qui plaît à tout le monde. Une des conditions importantes pour moi, c'était en effet de conserver le maximum de salariés dans la boîte. C'est le cas. Donc la totalité des points de vente sont conservés, tous les salariés en points de vente sont conservés, la marque est gardée, etc. Donc plutôt une fin vraiment par le haut pour nous tous. Et toi, tu restes dans Save ou
Ouais, après, moi je suis un entrepreneur, donc voilà, je vais vaquer aussi à de nouveaux projets. Mais en tout cas, voilà, moi je me suis engagé à rester au moins jusqu'à la fin de cette année en tant que CEO, vraiment sur la partie exec. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a de plus en plus, ils ont envie de me conserver sur la partie stratégie de la boîte. Je pense que c'est quelque chose que je ferai. Et après, peut-être même que mon prochain projet entrepreneurial sera au sein du groupe. Ils commencent à me proposer des trucs. Moi, j'ai d'autres idées. Maintenant, je suis un expert de la téléphonie, du service, etc. Mes idées, naturellement, sont dans ce secteur-là. Ça peut se faire avec eux aussi. Voilà, tout est ouvert. Ok. Du coup, cette partie redressement, enfin, on va être clair, la plupart des entrepreneurs que je connais, au moment où tu dis redressement, il y a judiciaire, dedans il y a judiciaire, les mecs se barrent en courant. Ouais. La plupart des fonds que je connais aussi, parce que la plupart des investisseurs que je connais ne sont pas non plus hyper calés sur ce type de procédure collective, comme ça s'appelle dans le jargon juridique. Comment tu l'as perçu? Parce que là, en fait, tu as été obligé d'apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Ouais, je suis heureux d'avoir appris tout ça. Comment je l'ai vécu? Je dois t'avouer que de reprendre vraiment les rênes de l'exec, de reprendre tous les paiements, enfin tu vois, des trucs basiques comme ça m'a fait apprendre énormément. Ça m'a fait avoir confiance en moi. Je te remets dans mes bottes, j'ai fait venir un senior, tu vois, dans la boîte parce que je me sentais pas, tu vois, de pouvoir créer tout un service client, créer toute une logistique, tu vois, je me sentais démuni, j'avais pas vraiment confiance en moi probablement en tant que manager. Le fait de vraiment reprendre l'exec m'a redonné un peu confiance dans le fait de pouvoir vraiment être CEO d'une boîte, même plus grosse, même jeune, etc., même avec peu d'expérience. Du coup, ça m'a permis d'acquérir énormément d'expérience aussi. Et ça m'a permis de comprendre aussi mes limites, tu vois, en termes de nerfs, en termes tu vois, de toute la partie management, état d'esprit, tout ce qui fait aussi le leader qu'on doit être pour créer des histoires exceptionnelles. Et je dois avouer que je suis heureux d'avoir vécu ça, tu vois. Tu vois, remets-toi dans mes bottes, imagine à 24, 25 ans, tu vois, Save, on aurait eu une offre de malade, j'aurais pris, je sais pas, 100 millions, 200 millions, tu vois. J'aurais été un entrepreneur épouvantable, j'aurais rien fait, j'aurais rien appris, j'aurais été riche. Qu'est-ce que tu veux faire après le reste de ta vie? Alors, honnêtement, tu vois, avec un petit peu de recul, je pense que ça a été une expérience qui était très très enrichissante. Et si je peux donner le conseil à tous les entrepreneurs qui pourraient regarder cette vidéo, honnêtement, c'est que même dans la difficulté, en réalité, il y a énormément de choses à apprendre et il y a énormément d'expériences à acquérir. Et finalement, ça paraît con, c'est mindset américain, etc. Mais honnêtement, c'est dans la difficulté qu'on se découvre. Là, tu as appris des trucs, quoi. Ah ouais, là tu as l'impression de comprendre comment une boîte, ça marche. Ouais, une boîte, ça marche. Et là, tu vois, tu t'apprends à connaître tes limites. Et puis, tu vois, en plus, la procédure du redressement judiciaire, c'est un truc qui devient hyper technique, quoi. Tu vois, ça devient hyper bordé. En plus, avec des fonds. Voilà, puis le cash était parti à une telle vitesse, tu vois, on a été audité par nos fonds. Les fonds en plus doivent tirer un minimum la gueule quand même. Ouais, mais pour te dire, tu vois, il y a eu énormément de cash qui est parti, les fonds ont commencé à avoir des doutes, ils se sont mis à auditer Save, donc tu vois, au milieu de tout ça, je me mets à donner mon ordinateur perso, mon disque dur, ma boîte mail, etc., etc. Qui, avec un peu de recul, c'est des procédures pourquoi pas normales, tu vois. Mais tu vois, au milieu de tout ça, faut tenir, quoi, faut te lever le matin, tu vois. Il y a des moments. Il n'y a pas un moment où tu te dis genre mais fuck it, ces cons là, ils ont qu'à se démerder sans moi, après tout. Enfin, j'ai jamais signé pour ça, moi, en fait. Non, ça m'est pas arrivé. J'ai toujours pensé que Save c'était une aventure qui était exceptionnelle, que chez Save il y avait des gens exceptionnels qui y travaillaient et que ça méritait de serrer les dents et de se battre et d'aller au bout pour ça, quoi. Quand tu as 400 salariés, tu vois, en fait, tu prends la responsabilité du truc. C'est dur. Il y a des moments où honnêtement, tu vois, tu prends ta douche le matin, tu te lèves, tu restes 20 minutes dans ta douche. Tu n'as pas envie d'aller au boulot et tu n'as pas envie d'affronter. Moi, je me mets toujours 20 minutes dans la douche. c'est le moment où j'ai des idées et je suis très bien dans ma douche. Non, honnêtement, tu vois, tu n'as pas envie d'affronter le regard des salariés qui sont licenciés et qui restent encore pendant 2 semaines. Tu n'as pas envie d'attaquer tout ça, mais en fait, tu le fais. Tu le fais parce que c'est ce qu'il faut. Ok. Là, d'avoir vendu, ça te fait quoi? Save, c'est plus vraiment complètement toi? Ouais, c'est pas mal. D'abord, il y a plein de personnes du groupe qui sont venues reprendre plein de fonctions opérationnelles de la boîte.
Moi, petit à petit, je commence à donner de plus en plus les rênes. Tu vois, j'ai prévu cet été de partir en vacances. Tu vois, je regarde sur les 4 années de save, j'avais calculé sur les 4 années de save, je suis parti 4 semaines en vacances en 4 ans. Voilà, donc je commence à relâcher un petit peu le truc. Je commence à découvrir d'autres choses. Bah, c'est un peu douloureux aussi parce que c'était un peu mon bébé, donc il y a plein de moments où je me sens dépossédé, mais non, c'est plutôt agréable. Les salariés sont préservés, il y a une vraie continuité de la boîte et non, en réalité, c'est plutôt cool. Je garderai, tu vois, avec un petit peu de recul quand même, je garderai toujours de la déception de ne pas avoir, tu vois, on fait 127 points de vente en 2015. Et fin 2016, le BP dit qu'on en a 700 avec des points de vente en Asie, des points de vente aux US. Tu vois, je suis parti faire un tour en Californie, j'avais signé 4 centres commerciaux entre San Francisco et Los Angeles. Tu vois. On était vraiment parti pour faire autre chose. Donc je garderai toujours de la déception de ne pas avoir amené cette boîte à ce niveau. Mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Maintenant, ça fait partie de notre expérience et on va s'en servir pour construire une belle boîte sur la prochaine expérience, quoi. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir été travaillé dans une autre boîte avant, c'était négatif, c'était positif? Est-ce qu'en fait, qu'est-ce que tu penses de... Moi, je sais que j'ai créé une première boîte à 18 ans. La seule chose qu'on me disait, mais en permanence, toujours casser les couilles, c'était mais pourquoi tu vas pas bosser dans une autre boîte pendant 10 ans pour savoir comment une boîte ça marche et après tu créeras la tienne? Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Honnêtement, moi, j'ai pas eu l'occasion de vivre, de travailler dans une boîte et d'être salarié ou autre. Donc j'avoue que j'ai du mal à répondre à la question. Non, je regrette pas, mais avec un petit peu de recul, finalement, le job d'entrepreneur, le job de ce job-là, c'est finalement un truc qui ne s'apprend pas vraiment. En fait, il faut le tester, il faut se lancer, il faut voir si on est à l'aise, si on est bon ou pas. Et finalement, je pense que ça n'a juste rien à voir avec le fait d'être salarié ou non. Et donc finalement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est juste, de toute façon, on n'apprend pas à devenir entrepreneur. Tu vois, t'y vas, tu te lances, tu marches, tu te plantes, tu réussis certains trucs, et puis on arrive à se dire si le mec est bon ou est pas bon. Mais je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est une expérience qui n'a strictement rien à voir en fait. Cette démarche de penser à un projet, de se le créer, évidemment ton projet dès le début, le truc il ressemble à rien, tu vois, et d'avoir cette conviction et d'aller la pousser jusqu'au bout, c'est finalement un truc, je suis pas sûr que tu aies vraiment l'occasion de faire ça quand tu sois salarié. Donc c'est pas vraiment le choix de faire l'un ou l'autre, tu vois. Comme ça que je le vis. Aujourd'hui, est-ce que tu te dis, tiens, j'aimerais bien être salarié? Et aujourd'hui, non, je pense que d'ailleurs c'est énorme parce qu'évidemment maintenant on a communiqué sur la fin de Save, etc. J'ai eu pas mal de propositions entrepreneuriales, d'investissement, de mecs qui voulaient investir dans ma prochaine boîte ou me proposer des jobs, etc. Mais vraiment en mode entrepreneur. Et je m'attendais à être chassé quand même par des groupes ou des boîtes et qu'on me propose des jobs de salariés avec des packages et c'est incroyable. Genre j'ai eu 0 propal quoi, rien. Genre je pense que je suis même pas employable en fait. Franchement j'ai été choqué, je m'attendais à avoir je sais pas au moins un groupe, un truc qui voulait je sais pas me proposer au moins une mission ou un truc, j'ai rien eu quoi. J'ai eu que des mecs qui voulaient soit investir dans ma prochaine boîte, soit me... Si vous travaillez chez Pôle emploi, envoyez un mail à... Quelle déception quoi, je voulais être chassé quoi, j'ai même pas été chassé quoi. Donc non en fait je pense que je suis même pas employable en fait. Je pense que c'est là où du coup ça revient un petit peu à ce que je disais avant, c'est qu'en fait le job d'entrepreneur ça n'a rien à voir avec le job de salarié donc et je suis pas convaincu que avoir une expérience de salarié va te permettre de mieux vivre l'entrepreneur que tu seras. Parce que c'est juste pas la même chose, c'est pas le même job. Tu vois ce qu'on fait chez MyAmateur ou pas du tout? J'avoue que pas du tout. C'est bien, ça veut dire que le mec il bosse au lieu d'aller glander sur le web à lire des conneries. Ok, je t'explique ce qu'on fait chez MyAmateur. MyAmateur c'est parti d'un constat qui est simple. Le marché de la start-up qu'on te présente, il s'est globalisé. Ouais. Tu vois, t'as pas de marché de la start-up de Loire-Atlantique où tu te fais racheter par des boîtes de Loire-Atlantique. Ouais. C'est un marché assez mondial. Et du coup, moi, j'ai été très choqué ces dernières années. On a une grosse affluence de Parisiens qui étaient cadres intermédiaires dans des grands groupes, qui ont vu Capital et qui se disent moi, je vais te refaire Facebook, mec, vas-y, je suis chaud.
on va bouger à Nantes, j'ai envie d'une meilleure qualité de vie, avoir 2 gamins, tu sais maintenant, je vais m'occuper du temps de m'occuper d'eux et là je crée une boîte en plus, tu vois, histoire de profiter de ma qualité de vie et de créer une start-up. Bon, alors je sais pas coder, j'ai aucune idée de quoi que ce soit fonctionne, mais moi je sais vendre, je vais recruter des jeunes épithéciens et ça va bien se passer. Et moi j'avoue que ce modèle-là est un modèle auquel je crois, mais alors pas un broc. Parce que pour moi c'est un marché qui est mondial et que face à toi en fait pour chaque bonne idée tu as 10 équipes dans le monde qui sont en train de bosser dessus sérieusement et que tu vas toujours avoir une équipe de 3 mecs qui ont la dalle à Kiev qui en fait en Ukraine le salaire minimum il est de 18 $ mensuels hein, donc c'est des mecs quand on dit qu'ils ont la dalle, ils ont la dalle et en fait qui eux vont pouvoir bosser mais comme des chiens pour faire avancer le sujet qui peuvent être en plus vraiment très très brillants. Parce que l'intelligence est devenue assez une commodity, enfin, tu peux te former partout sur le web sur beaucoup de sujets et du coup ces gens-là pour moi vont se battre contre toi et du coup on s'est dit comment on crée les meilleures startups à l'ouest. Ben, on a dit on va aider ceux que personne n'aide, ceux qui n'ont rien à perdre, ceux qui ont la dalle ici, les étudiants entrepreneurs, les first time entrepreneurs qui en plus n'ont jamais été bossés dans une autre boîte qui leur a détruit leur façon de travailler et qui fait qu'en fait ils sont capables de créer leur propre façon de travailler. Et on va leur donner un lit, parce que les mecs ont en général pas de blé, donc il faut qu'on leur donne un lit, à manger et un bureau. On va leur filer un peu de connexion, on va essayer d'être sympa avec eux et d'être cool pour qu'ils aient du connect, etc. Et on leur permet juste de créer leur boîte. Et je précise qu'il y a 0 contrepartie. On ne prend pas un seul share, on leur demande rien de payer. C'est complètement bienfaisant. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que du coup les pouvoirs publics nous ont suivis. Donc en fait après des années à pester contre ça, je me suis retrouvé à promouvoir un programme d'éducation publique. Là, en toge. Ouais. Non mais on a été au bout du délire parce qu'en fait ce qui nous faisait chier c'est qu'on n'avait pas envie de faire un mot genre startup camp, tu sais une espèce d'anglicisme à la con là. On a dit nous on est la vieille Europe qui essaye de lutter contre ces trucs là. Du coup on s'appelle en latin, bon en faux latin parce qu'en vrai acum la data ça veut rien dire en latin. Ouais. Et du coup on va créer ce truc là et on va juste filer ça aux gens. Et du coup l'interview en toge, mais ça c'est parce qu'en fait si tu veux on a un budget marketing qui est tout à fait réduit. Et on s'est dit que si on mettait tout le monde en toge... En dehors de mon salaire pour l'interview, du coup, c'est ça? En dehors de ton... Ouais, mais oui, c'est ça. Bah oui, non, mais le mec était un employé, donc d'ailleurs, si vous avez... Il est là, mon salaire pour l'interview. Ça, je le savoure, gorgée après gorgée. Donc voilà, c'est ce qu'on fait chez MyAmateur. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette analyse? Est-ce que cette analyse du faut aider les mecs qui ont la dalle, c'est un truc qui te parle? Ou est-ce que tu penses qu'être entrepreneur à 35 ans avec 2 gamins, un crédit sur la baraque et en voulant bosser de 9h à 17h, c'est gérable? C'est pas forcément le fait d'avoir 2 gamins et 35 piges, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as intérêt à avoir la dalle parce que tu ne peux pas créer une boîte exceptionnelle sans personne exceptionnelle et sans avoir cette niaque qui crée une culture de boîte, qui crée des dynamiques incroyables. Tu vois, si je me remets un peu dans Save en 2015, où on est passé de 25 à 400 salariés en un an, et ben, pourquoi est-ce qu'on a été capable de faire ça? Parce que tout le monde était dans un mood, on était quasiment lobotomisé au challenge et à la croissance, quoi. On était genre des gros guerriers. Et c'est ça qu'il faut retrouver pour créer des boîtes exceptionnelles et pas ce mix entre lifestyle, plage, etc., où en se disant que quand on est entrepreneur, on peut partir en vacances quand on veut et on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ouais, je ressens ça quand tu parles de niaque, j'ai rien à perdre, qu'on me donne un ordi et un lit et moi je me donne et puis point barre, quoi. Et selon toi, comment on peut le mieux les aider ces mecs-là? Non, parce qu'en fait on cherche encore des idées. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on peut mieux les aider? Je pense qu'il faut les connecter au maximum, les connecter aux histoires exceptionnelles, aux entrepreneurs exceptionnels, parce que mine de rien, c'est de tout ça qu'on arrive à sourcer des idées, de la culture, et d'où on arrive à trouver de l'inspiration. Tu vois, dans tous les plus gros incubateurs du monde, tu vois, la secret sauce, c'est quand même de venir faire parler des entrepreneurs pour qu'ils parlent de leur expérience, qu'ils parlent de ce qui leur est arrivé, de ce qu'ils avaient dans la tête à ce moment-là. Et moi, je pense que voilà, quand tu me parles de leur donner une connexion Internet, un lit à manger, etc., c'est bien. Et puis, il faut les inspirer aussi parce que tu vois, des mecs comme tu vois, des Zuckerberg, des mecs comme ça, et ben,
en fait, ils sont vachement inspirants dans leur quête, dans leur projet, quoi. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Tu notes, Terence, il faut que j'appelle Zuckerberg pour qu'il passe cet été. Des 2-3 opportunités. Tu mets Zuckerberg sur le sujet et Steve Jobs. On fera une séance de divination et on le fait parler par la bouche de Mariette. Waouh, ça caille là, putain. Ouais, on va avancer. Tu as envie de passer nous voir ou pas cet été? Ouais, grave, avec plaisir. On aura de la mauvaise viande à mettre sur un barbecue et de la très mauvaise vodka. Ouais, je suis là pour la mauvaise viande et la mauvaise vodka, ouais, c'est bon. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rejoindre en toge sur cette terrasse chaude du Web Today. Le vent à 70 km/h et les 12 degrés, tu vois, c'est pas mal. Non, merci à toi. Et merci beaucoup. Demain, les gens te retrouvent à ta conf, ce qui ne sert à rien puisque les gens qui seront dans le YouTube verront cette interview dans des semaines et qu'ils ne sont pas au Web Today. C'est ça. Un mot de la fin en latin. Veni vidi vici, c'est ça? Et c'est du vrai latin pour le coup. C'est quoi? Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, un truc comme ça. Mais c'est nul hein, comme fin parce que je suis pas à César, mais c'est du vrai latin et c'est tout ce que je connais. Le costume en vrai s'appelle César. Hein. On a acheté des toges César. Pas mal. On est à combien euros pièce la toge César? 49? 7,50. Donc on est à 40 euros la toge César, ce qui monte le total budget costume de ces vidéos à 120 euros. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a eu super froid en faisant cette interview. Soutiens-nous en t'abonnant à la chaîne et comme ça, tu auras la vidéo de la semaine prochaine. Promis, c'est plus court et pourtant, on arrive à parler de monnaie, de commerce et de viennoiserie vendéenne, le tout avec un mec super sympa. En plus, on a besoin de 100 personnes pour avoir une URL personnelle sur YouTube. Alors viens, abonne-toi à notre chaîne.